Saviez-vous que votre four à micro-ondes ne produit pas de chaleur en soi, mais qu'il agite les molécules d'eau présentes dans les aliments jusqu'à ce qu'elles génèrent leur propre chaleur par friction? C'est un phénomène d'électromagnétisme fascinant, et il ne chauffe pas de l'extérieur, mais directement dans la structure interne de ce que nous souhaitons cuisiner ou chauffer. Pour comprendre pleinement ce prodige de l'ingénierie et de la physique, il est impératif de nous plonger dans le fonctionnement réel des micro-ondes. Un four à micro-ondes typique fonctionne à une fréquence de 2,450 GHz, c'est-à-dire 2450 millions de cycles par seconde. C'est une fréquence choisie spécifiquement parce qu'elle est extraordinairement efficace pour interagir avec les molécules d'eau. Les molécules d'eau sont ce que les scientifiques appellent des dipôles électriques. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que, bien que la molécule d'eau dans son ensemble soit électriquement neutre, elle possède une distribution de charge inégale. L'oxygène attire les électrons avec plus de force que les atomes d'hydrogène, créant une région légèrement négative autour de l'oxygène et deux régions légèrement positives près des hydrogènes. Cette séparation des charges confère à la molécule un pôle positif et un pôle négatif, comme s'il s'agissait d'un minuscule aimant électrique. Lorsque les micro-ondes, qui sont des ondes électromagnétiques, traversent l'aliment, leur champ électrique oscille à une vitesse vertigineuse. Pensez-y comme un gigantesque champ magnétique qui change de direction des milliards de fois par seconde. Les molécules d'eau, étant des dipôles, tentent de s'aligner constamment avec ce champ électrique oscillant, c'est-à-dire le pôle positif de la molécule voudra aller vers le côté négatif du champ et vice-versa. Mais l'oscillation du champ est si incroyablement rapide que les molécules d'eau n'ont pas le temps de s'aligner complètement avant que le champ ne change de direction. Cette tentative constante de réalignement génère une énorme quantité de friction moléculaire. Imaginez une armée de minuscules particules tourbillonnant et se heurtant à une vitesse inouïe. Cette friction est celle qui produit la chaleur qui cuit nos aliments. C'est pourquoi les aliments à forte teneur en eau, comme les légumes frais ou les soupes, chauffent beaucoup plus vite que les aliments secs comme le pain ou les biscuits. Un fait crucial est que ce processus de chauffage par micro-ondes n'affecte pas seulement l'eau. Il peut également influencer d'autres molécules polaires présentes dans les aliments, bien qu'avec une efficacité moindre. Les graisses et les sucres, par exemple, contiennent également des dipôles et peuvent chauffer, mais l'eau est, sans aucun doute, le principal acteur de ce phénomène. La profondeur de pénétration des micro-ondes dans les aliments est limitée, généralement de 1 à 2,5 cm. Cela explique pourquoi parfois un aliment peut sembler très chaud à l'extérieur, mais être froid à l'intérieur. Les micro-ondes chauffent les couches extérieures de manière plus directe, et la chaleur au centre se diffuse par conduction à partir de ces couches extérieures. Pour cette raison, de nombreux fours à micro-ondes modernes incluent des plateaux tournants pour assurer une distribution plus uniforme des ondes et par conséquent un chauffage plus homogène. Il est important de souligner que les micro-ondes ne rendent pas les aliments radioactifs et n'altèrent pas leur structure moléculaire à un niveau nocif. Elles augmentent simplement l'énergie cinétique des molécules d'eau, c'est-à-dire qu'elles les font vibrer plus rapidement, ce qui est perçu comme de la chaleur. La crainte de la radiation est un mythe persistant qui repose sur une confusion avec les radiations ionisantes, comme les rayons X, qui peuvent effectivement altérer la structure atomique. Les micro-ondes sont une forme de radiation non ionisante, similaire aux ondes radio ou à la lumière visible. L'histoire du four à micro-ondes est curieuse. Il a été découvert par accident en 1945 par Percy Spencer, un ingénieur de la société Raytheon. Il travaillait sur un magnétron, un composant clé des radars de la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'il a remarqué qu'une barre de chocolat dans sa poche avait fondu. Intrigué, il a expérimenté avec d'autres aliments, comme du maïs soufflé, et le reste, comme on dit, est de l'histoire. Le premier four à micro-ondes commercial s'appelait Ray-Bar-Range et pesait environ 340 kg et mesurait 1,8 m de hauteur, avec un coût exorbitant d'environ 5 000 $ de l'époque. Des années plus tard, sa taille et son coût ont été considérablement réduits, le transformant en un appareil électroménager indispensable dans des millions de foyers. L'efficacité énergétique d'un micro-ondes est remarquable pour des tâches spécifiques. Chauffer une tasse d'eau dans un micro-ondes est significativement plus efficace que de le faire sur une cuisinière, car le micro-ondes concentre l'énergie directement dans l'eau, tandis que la cuisinière chauffe le récipient et l'air ambiant. Cependant, pour cuisiner de grands volumes ou pour des processus nécessitant un brunissement ou une caramélisation, les méthodes conventionnelles peuvent être supérieures.
La polyvalence du micro-ondes a transformé la façon dont nous préparons et consommons les aliments dans la vie moderne. Deuxièmement, considérez le simple crayon que vous utilisez quotidiennement. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi sa mine glisse si doucement sur le papier, laissant une marque indélébile? La réponse se trouve dans la structure atomique du graphite, le matériau dont est faite la mine, et non du plomb, malgré le nom populaire de mine de plomb. Le graphite est une forme allotropique du carbone, ce qui signifie que c'est du carbone pur qui s'est organisé en une structure cristalline particulière. Dans le graphite, les atomes de carbone sont disposés en couches hexagonales bidimensionnelles, similaires à des feuilles de grillage interconnectées. Chaque atome de carbone dans une couche est fortement lié à 3 autres atomes de carbone au sein de cette même couche par des liaisons covalentes robustes. Le plus étonnant se produit entre ces couches. Contrairement aux liaisons fortes au sein de chaque feuille, les forces qui maintiennent ensemble les couches de graphite sont extraordinairement faibles. Ce sont ce que l'on appelle les forces de Van der Waals, des interactions électrostatiques transitoires et beaucoup moins puissantes que les liaisons covalentes. Cette disparité dans la force de liaison est la clé des propriétés uniques du graphite. Elle permet aux couches individuelles de graphite de glisser les unes sur les autres avec un frottement minimal, comme s'il s'agissait d'infinies feuilles de papier de soie empilées. Lorsque vous écrivez avec un crayon, ces feuilles microscopiques de graphite se détachent facilement et adhèrent aux fibres rugueuses du papier, laissant la marque que nous voyons. Comparons-le à une autre forme allotropique du carbone, le diamant. Dans le diamant, les atomes de carbone sont liés dans un réseau tridimensionnel où chaque atome de carbone est fortement lié à 4 autres atomes de carbone dans une structure tétraédrique rigide. C'est la raison pour laquelle le diamant est le matériau naturel le plus dur connu, capable de rayer toute autre substance. Il n'a pas les couches glissantes du graphite. Cette différence fondamentale dans la structure atomique est celle qui confère au graphite son exceptionnelle lubricité et sa capacité à conduire l'électricité, propriété que le diamant, avec sa structure rigidement liée, ne possède pas. En fait, le graphite est un excellent conducteur électrique grâce aux électrons qui peuvent se déplacer librement entre ses couches. La mine d'un crayon moderne n'est pas du graphite pur, mais un mélange soigneusement formulé de graphite en poudre et d'argile. La proportion d'argile est ce qui détermine la dureté ou la tendreté du crayon et par conséquent l'obscurité de la marque qu'il laisse. Un crayon avec plus d'argile est plus dur, produisant une ligne plus claire, tandis qu'un crayon avec moins d'argile est plus tendre et crée une ligne plus foncée et plus épaisse. Cette échelle de dureté est indiquée par des lettres et des chiffres sur les crayons. Le H fait référence à la dureté, le B à la noirceur et le HB est un équilibre entre les deux. L'histoire du crayon remonte au XVIe siècle à Borrowdale, en Angleterre, où un grand gisement de graphite pur a été découvert. Au début, il était simplement utilisé en bloc pour marquer les moutons. Ce n'est que plus tard qu'il a commencé à être enveloppé dans du bois pour faciliter son utilisation. Le crayon tel que nous le connaissons aujourd'hui, avec sa mine de graphite et d'argile, a été perfectionné en France à la fin du XVIIIe siècle par Nicolas-Jacques Conté pendant le blocus continental, lorsque la pénurie de graphite anglais a contraint à chercher des alternatives et à mélanger le minerai avec de l'argile et à le cuire pour en contrôler la dureté. Troisièmement, le miroir, cet objet si commun dans nos foyers, cache un secret d'optique fascinant. Pourquoi le miroir inverse-t-il ce que nous voyons de gauche à droite, mais pas de haut en bas? Ce n'est pas une aversion physique en soi, mais une question de perception et de la manière dont nos cerveaux interprètent la réflexion de la lumière. La surface d'un miroir est conçue pour avoir une réflexion spéculaire presque parfaite. Cela signifie que les rayons lumineux qui tombent sur sa surface rebondissent à un angle égal à l'angle d'incidence. La véritable couche réfléchissante d'un miroir moderne est généralement une fine couche d'argent ou d'aluminium déposée à l'arrière d'une vitre. La clé ici est que le miroir n'inverse rien au sens tridimensionnel. Ce qui se passe, c'est que les rayons lumineux d'un objet sont réfléchis par le miroir et atteignent nos yeux. Si nous levons notre main droite, l'image que nous voyons dans le miroir lève aussi sa main droite. Le cerveau interprète cela comme une inversion latérale, car il est habitué à ce que les objets pivotent sur un axe vertical lorsqu'ils tournent. Cependant, il n'y a pas d'inversion verticale. Votre tête est toujours au-dessus de vos pieds dans le miroir et le plafond est toujours au-dessus du sol. La confusion vient du fait que notre cerveau tente d'aligner l'image du miroir avec notre propre orientation corporelle.
Lorsque nous voyons notre image dans le miroir, nous supposons que c'est une version de nous qui a tourné et ce faisant, la gauche et la droite s'échangent par rapport à la façon dont nous les percevons sur un objet qui a subi une rotation. Ce phénomène s'explique mieux en pensant à un axe imaginaire qui traverse notre corps de l'avant vers l'arrière. Le miroir inverse l'image le long de cet axe. Par exemple, si une horloge murale se reflète dans un miroir, les chiffres resteront dans le même ordre circulaire, mais l'heure se lira de manière inverse. L'image produite par le miroir est une image virtuelle, ce qui signifie que la lumière ne converge pas réellement en un point après la réflexion, mais semble provenir de derrière la surface du miroir. Ceci contraste avec les images réelles, comme celles produites par les lentilles de projecteur où les rayons lumineux convergent réellement en un point. La fabrication de miroirs a évolué tout au long de l'histoire. Les premiers miroirs étaient de simples surfaces polies d'obsidienne ou de cuivre. Le développement des miroirs en verre avec des revêtements métalliques a été perfectionné à Venise au XVIe siècle en utilisant un amalgame d'étain et de mercure. Ce processus était dangereux en raison de la toxicité du mercure. Ce n'est qu'au XIXe siècle, avec Justus von Liebig en 1835, qu'une méthode sûre a été développée pour déposer une fine couche d'argent métallique sur le verre par un processus chimique, ce qui a donné naissance aux miroirs modernes et de haute qualité que nous utilisons aujourd'hui. Les miroirs ont des applications qui vont bien au-delà de la simple réflexion de notre image. Des télescopes géants utilisant des miroirs incurvés pour concentrer la lumière d'étoiles lointaines, aux lasers, systèmes de fibre optique et dispositifs de réalité virtuelle, où la réflexion précise de la lumière est fondamentale pour leur fonctionnement. Quatrièmement, le simple savon est une merveille de la chimie qui a transformé l'hygiène et la santé publique. Comment est-il possible qu'une pastille de savon ou une goutte de détergent dissolve la graisse et entraîne avec elle la saleté et les virus? La clé réside dans sa structure moléculaire amphipathique. Les molécules de savon ont une tête hydrophile, c'est-à-dire qui aime l'eau et est attirée par elle, et une queue hydrophobe, qui repousse l'eau et en revanche est attirée par les graisses et les huiles. Lorsque le savon entre en contact avec l'eau et la saleté, la partie hydrophobe de ces molécules adhère aux particules de graisse et d'huile qui sont également hydrophobes. En même temps, les têtes hydrophiles des molécules de savon s'orientent vers l'eau environnante. Ce processus conduit à la formation de minuscules structures sphériques appelées micelles. Les micelles sont comme de petites capsules où les queues hydrophobes du savon enferment les particules de graisse et de saleté à l'intérieur, tandis que les têtes hydrophiles forment la surface extérieure de la sphère, interagissant avec l'eau. Une fois que la graisse et la saleté sont encapsulées dans ces micelles, elles peuvent se disperser facilement dans l'eau. Cela réduit la tension surfacielle de l'eau, ce qui lui permet de pénétrer plus efficacement dans les fibres des tissus ou dans les pores de la peau, atteignant la saleté que l'eau seule ne pourrait pas entraîner. Lorsque vous rincez vos mains ou vos vêtements, l'eau entraîne avec elle ces micelles remplies de saleté, les éliminant de la surface. Ce mécanisme est extraordinairement efficace non seulement pour la saleté visible, mais aussi pour les micro-organismes comme les bactéries et les virus. De nombreux virus, y compris le virus SARS-CoV-2, responsable de la Covid-19, ont une couche externe de lipides, une sorte d'enveloppe graisseuse. Les molécules de savon, avec leur queue hydrophobe, sont capables de dissoudre cette couche lipidique, déstabilisant le virus et le rendant inactif. Sans cette couche protectrice, le virus se désintègre et perd sa capacité à infecter les cellules humaines. L'histoire du savon est millénaire. Des preuves de substances similaires au savon ont été trouvées datant de 2800 avant Jésus-Christ dans l'ancienne Babylone, utilisées pour laver la laine. Les Romains utilisaient également un mélange de cendres et de suif pour nettoyer la peau, mais leur usage était plus médicinal qu'hygiénique. Le savon, en tant que produit d'hygiène personnelle, s'est popularisé en Europe au Moyen-Âge, notamment en Italie et en Espagne, et sa fabrication industrielle a commencé au XVIIIe siècle. De nos jours, la chimie des tensioactifs, les composants actifs du savon et des détergents, est une branche de la science dont les applications vont du nettoyage domestique et de l'industrie textile à la formulation de médicaments et de cosmétiques, montrant comment un concept si ancien reste fondamental pour notre vie moderne et notre santé.
Cinquièmement, le réfrigérateur. Cet appareil électroménager indispensable dans chaque foyer ne produit pas de froid. En fait, le froid n'existe pas en tant qu'entité physique. Le froid est simplement l'absence de chaleur. Ce qu'un réfrigérateur fait, c'est extraire la chaleur de son intérieur et la pomper vers l'extérieur, où la chaleur se dissipe dans la pièce. Ce processus est régi par les lois de la thermodynamique et est réalisé grâce à un cycle de réfrigération qui implique la circulation d'un fluide spécial appelé réfrigérant. Le cycle de réfrigération dans un réfrigérateur domestique se compose de 4 composants principaux: le compresseur, le condenseur, la vanne de détente et l'évaporateur. Le processus commence lorsque le compresseur, souvent considéré comme le cœur du système, reçoit le réfrigérant à l'état gazeux à basse pression et température depuis l'évaporateur. Le compresseur augmente drastiquement la pression et par conséquent la température du gaz réfrigérant, car la compression d'un gaz élève son énergie cinétique. Ce gaz chaud et à haute pression est ensuite dirigé vers le condenseur, qui est un serpentin généralement situé à l'arrière ou en bas du réfrigérateur. Là, le gaz chaud libère sa chaleur dans l'environnement ambiant à travers les parois du serpentin. À mesure que le gaz se refroidit en libérant de la chaleur, il se condense et se transforme en un liquide à haute pression. Ensuite, ce liquide à haute pression et à température ambiante passe à travers une vanne de détente ou un tube capillaire. Ce composant provoque une chute abrupte de la pression du liquide réfrigérant. Lorsque la pression chute, le réfrigérant se dilate rapidement et, par conséquent, sa température diminue drastiquement, devenant extrêmement froid. Ce réfrigérant liquide froid et à basse pression entre alors dans l'évaporateur, qui est un autre serpentin situé à l'intérieur du compartiment du réfrigérateur ou du congélateur. À l'intérieur de l'évaporateur, le réfrigérant absorbe la chaleur des aliments et de l'air chaud de l'intérieur du réfrigérateur. À mesure qu'il absorbe la chaleur, le réfrigérant liquide s'évapore et se transforme à nouveau en un gaz froid à basse pression. Ce gaz est aspiré de nouveau par le compresseur, complétant ainsi le cycle. La chaleur que le réfrigérateur extrait de son intérieur est libérée à l'extérieur via le condenseur, ce qui explique pourquoi l'arrière de votre réfrigérateur est toujours chaud. L'histoire de la réfrigération artificielle est fascinante et remonte à des expériences précoces des 18e et 19e siècles. Oliver Evans a conçu le premier réfrigérateur cyclique en 1805 et Jacob Perkins a construit le premier réfrigérateur à compression de vapeur en 1834. Cependant, les premiers réfrigérateurs domestiques pratiques ne sont apparus qu'au début du XXe siècle. L'évolution des réfrigérants est également remarquable. Initialement, des substances telles que l'ammoniac, le dioxyde de soufre ou le chlorure de méthyle étaient utilisées, qui étaient toxiques et dangereuses. Cela a conduit au développement des chlorofluorcarbones ou CFC dans les années 1920, qui étaient sûrs, mais on l'a découvert plus tard, extrêmement nocifs pour la couche d'ozone. Actuellement, la plupart des réfrigérateurs utilisent des hydrofluorcarbones ou HFC, moins nocifs pour l'ozone, ou des réfrigérants naturels comme l'isobutane ou le propane, dans un effort pour réduire l'impact environnemental. En 6e lieu, le grille-pain. Un appareil électroménager apparemment simple est une merveilleuse démonstration des principes de la thermodynamique et de la chimie. Comment transforme-t-il le pain blanc et mou en un délice croustillant et doré? Le processus repose principalement sur le rayonnement infrarouge et l'effet Joule. À l'intérieur du grille-pain, les fentes contiennent des résistances électriques fabriquées à partir d'un fil d'alliage de nickel et de chrome connu sous le nom de nichrome. Cet alliage est idéal car il possède une résistivité électrique élevée, ce qui signifie qu'il résiste considérablement au passage de l'électricité. Lorsque vous branchez le grille-pain et abaissez le levier, le courant électrique traverse ces fils de nichrome. En raison de leur haute résistance, les fils chauffent rapidement pour atteindre des températures très élevées, typiquement entre 600 et 1000 degrés Celsius. Ce chauffage du fil par le passage du courant électrique est appelé effet Joule. À ces températures incandescentes, le nichrome émet une quantité significative de rayonnement infrarouge. Le rayonnement infrarouge est une forme d'énergie électromagnétique similaire à la lumière visible, mais avec des longueurs d'onde plus longues que nous percevons comme de la chaleur. Les tranches de pain sont placées près de ces résistances incandescentes et absorbent directement le rayonnement infrarouge. L'énergie absorbée par le pain fait vibrer ces molécules plus rapidement, augmentant ainsi sa température.
Cependant, le fait de griller n'est pas seulement un processus de chauffage, c'est une transformation chimique complexe connue sous le nom de réaction de Maillard. Cette réaction se produit entre les acides aminés et les sucres réducteurs présents dans le pain lorsqu'ils sont exposés à des températures élevées et est responsable de la coloration dorée caractéristique, de l'arôme et du goût grillé du pain, des biscuits et de nombreux autres aliments. Outre la réaction de Maillard, la chaleur radiante déshydrate également le pain, éliminant l'humidité et le rendant croustillant. Le grille-pain est équipé d'un thermostat ou d'une minuterie qui détecte la température de l'air ou la durée écoulée. Une fois que le pain a atteint le niveau de grillage souhaité, le circuit électrique est interrompu et les résistances s'éteignent, faisant remonter les tranches de pain. Les premiers modèles de grille-pain ne disposaient pas d'un mécanisme d'éjection automatique. Le premier grille-pain automatique, qui s'éteignait lorsque le pain était prêt, fut breveté par Charles Strait en 1919. Cependant, ce fut en 1926 que la société Toastmaster lança le premier grille-pain entièrement automatique qui non seulement s'éteignait, mais élevait également le pain par lui-même, rendant son utilisation beaucoup plus pratique. Le grille-pain est un exemple quotidien de la façon dont les principes fondamentaux de l'électricité et de la thermodynamique sont appliqués pour obtenir un résultat culinaire spécifique. En septième lieu, les vitres de votre maison. Le verre est-il réellement un liquide surfusionné qui s'écoule lentement avec le temps comme on l'entend souvent, ou est-ce un solide amorphe? La réponse scientifique est claire, le verre est un solide amorphe. L'idée que le verre s'écoule lentement est un mythe persistant, souvent attribué à l'observation d'anciens vitraux dans les cathédrales qui semblent plus épais en bas. Pour comprendre cela, nous devons différencier les états de la matière. Un solide cristallin, comme le quartz ou le sel de table, a une structure atomique hautement ordonnée et répétitive. Un liquide a ses atomes ou molécules dans un état désordonné et ils peuvent se déplacer librement. Un gaz a ses molécules très séparées et avec une grande liberté de mouvement. Le verre, cependant, est unique. C'est un solide amorphe, ce qui signifie que ses atomes sont disposés de manière désordonnée, similaire à un liquide, mais qu'ils sont fixés à leur place et ne coulent pas comme ils le feraient. Dans un liquide, c'est comme si nous avions figé le désordre moléculaire d'un liquide. Lorsque le verre refroidit à partir de son état fondu, ces molécules n'ont pas suffisamment de temps pour s'organiser en une structure cristalline ordonnée avant que la viscosité ne devienne si élevée qu'elle reste immobilisée. Il atteint ce que l'on appelle la température de transition vitreuse, en dessous de laquelle il se comporte comme un solide rigide. La raison pour laquelle les vitraux d'anciennes cathédrales sont parfois plus épais en bas est due à la façon dont le verre était fabriqué il y a des siècles. Le processus de fabrication du verre à cette époque ne permettait pas de créer des feuilles d'épaisseur parfaitement uniformes. Les souffleurs de verre produisaient des pains de verre qui étaient ensuite aplatis et coupés. Il était courant que les feuilles soient légèrement plus épaisses d'un côté que de l'autre. Les artisans de l'époque, pour assurer une plus grande stabilité lors de l'installation, plaçaient simplement la partie la plus épaisse vers le bas en installant les panneaux dans les fenêtres. Le fluage ou creep est un phénomène qui se produit dans certains matériaux lorsqu'ils sont soumis à des contraintes pendant des périodes très prolongées, même en dessous de leur limite élastique, mais cet effet est insignifiant pour le verre à température ambiante et à l'échelle de temps humaine. La viscosité du verre à température ambiante est si extraordinairement élevée que pour qu'une quantité appréciable s'écoule, des milliards d'années seraient nécessaires. Par exemple, la viscosité d'un verre de fenêtre à température ambiante est d'environ 10 élevé à la 19e pascal seconde, un nombre astronomiquement grand. Les verres modernes, produits par des procédés tels que le flottage, sont virtuellement parfaits dans leur uniformité d'épaisseur et ne montrent aucune tendance à devenir plus épais en bas. La composition principale du verre que nous utilisons dans les fenêtres est la silice ou dioxyde de silicium, associé au carbonate de sodium et à la chaux pour abaisser son point de fusion et améliorer sa maniabilité. Ce matériau, le verre, est fondamental dans notre vie quotidienne, de la construction et l'automobile à l'optique et à l'électronique, étant un matériau clé dans la communication par fibre optique. En huitième lieu, les balles de tennis et de golf, des objets qui semblent si simples, sont le résultat d'une ingénierie aérodynamique et des matériaux sophistiqués. Qu'est-ce qui permet à ces balles de rebondir si haut ou de voler si loin avec un coup précis? La réponse réside dans une combinaison de leur composition interne et de leur surface externe. Commençons par la balle de tennis. Sa capacité de rebond est due à son noyau de caoutchouc creux pressurisé intérieurement avec de l'air ou de l'azote gazeux.
Cette pression interne, typiquement d'environ 83 kPa au-dessus de la pression atmosphérique, est cruciale pour son élasticité. Lorsque la raquette frappe la balle, l'énergie cinétique du coup est transférée à la balle. La balle se déforme momentanément, comprimant le gaz à l'intérieur. Cette compression stocke l'énergie sous forme d'énergie potentielle élastique. Immédiatement après l'impact, la balle tente de retrouver sa forme originale, libérant cette énergie potentielle élastique et la transformant à nouveau en énergie cinétique, ce qui la propulse loin de la raquette et la fait rebondir sur le sol. La couche extérieure de feutre, fabriquée à partir d'un mélange de laine, de coton et de fibres synthétiques, aide non seulement à contrôler l'effet et le vol en interagissant avec l'air, mais protège également le caoutchouc et offre une surface cohérente pour l'adhérence de la raquette. La hauteur du rebond d'une balle de tennis est réglementée par la Fédération internationale de tennis, qui stipule qu'une balle doit rebondir entre 135 et 147 cm lorsqu'elle est lâchée d'une hauteur de 254 cm sur une surface en béton. Passons maintenant à la balle de golf, un objet encore plus complexe dans sa conception. À première vue, sa caractéristique la plus distinctive sont les petites alvéoles, ou dimples, qui couvrent toute sa surface. Ces alvéoles sont la clé de son vol extraordinaire. Sans elles, une balle de golf lisse ne volerait qu'une fraction de la distance d'une balle alvéolée. Pour comprendre pourquoi, nous devons parler d'aérodynamisme. Lorsqu'une balle se déplace dans l'air, elle crée une couche d'air turbulente, ou couche limite, autour de sa surface. Sur une balle lisse, cette couche se sépare très tôt de la surface, créant un grand sillage de basse pression derrière la balle, ce qui entraîne une résistance significative à l'air ou traînée. Les alvéoles d'une balle de golf ont un effet contre-intuitif mais brillant. Elles induisent une turbulence contrôlée dans la couche limite très près de la surface de la balle. Cette turbulence permet à la couche limite de rester attachée à la balle plus longtemps avant de se séparer. En retardant la séparation de la couche limite, la taille du sillage de basse pression derrière la balle est considérablement réduite, diminuant ainsi la traînée aérodynamique totale. Le résultat est que la balle peut maintenir une trajectoire plus efficace et voler beaucoup plus loin. Une balle de golf moderne possède entre 300 et 500 alvéoles, chacune conçue avec une profondeur et un motif spécifique pour optimiser le vol. En plus des alvéoles, la construction interne d'une balle de golf est également cruciale. Les balles de golf peuvent être à 2, 3, 4 ou même 5 couches, chacune fabriquée à partir de différents matériaux polymères avec des propriétés de compression distinctes. Le noyau est généralement en caoutchouc solide, tandis que les couches intermédiaires et l'enveloppe extérieure sont conçues pour influencer l'effet, la distance et la sensation du coup. Le coefficient de restitution, qui mesure le caractère élastique d'un choc, est un facteur critique pour les deux balles. Un coefficient de restitution élevé signifie que moins d'énergie est perdue par déformation lors de l'impact, ce qui se traduit par un rebond plus important ou une plus grande distance de vol. La science derrière chacun de ces éléments permet à ces balles de réaliser des prouesses physiques qui, à première vue, semblent inexplicables. En 9e lieu, l'humble batterie qui alimente d'innombrables appareils, de votre téléphone portable à la télécommande de votre téléviseur. Comment un petit cylindre peut-il générer de l'électricité en assemblant seulement quelques matériaux ? La magie réside dans l'électrochimie, spécifiquement dans les réactions d'oxydoréduction ou redox. Une batterie est essentiellement une ou plusieurs cellules électrochimiques qui convertissent l'énergie chimique stockée directement en énergie électrique. Chaque cellule électrochimique se compose de 3 composants principaux, 2 électrodes, l'anode et la cathode, et un électrolyte. L'anode est l'électrode où se déroule la réaction d'oxydation. Pendant l'oxydation, un matériau perd des électrons. Ces électrons libérés s'écoulent de l'anode à travers un circuit externe, par exemple votre appareil électronique, jusqu'à la cathode, générant ainsi un courant électrique. La cathode est l'électrode où se produit la réaction de réduction, c'est-à-dire où un matériau gagne ses électrons. L'électrolyte, qui peut être liquide ou en pâte, est une substance qui permet le mouvement des ions chargés entre l'anode et la cathode, complétant le circuit interne de la batterie. Il ne conduit pas directement les électrons, mais les ions. Un exemple classique est la pile alcaline, l'une des plus courantes. Dans une pile alcaline, l'anode est constituée de poudre de zinc et la cathode de dioxyde de manganèse. L'électrolyte est une pâte d'hydroxyde de potassium. Pendant la décharge de la pile, le zinc de l'anode s'oxyde, libérant des électrons. Ces électrons s'écoulent à travers le circuit externe, alimentant votre appareil. À la cathode, le dioxyde de manganèse est réduit en acceptant ces électrons. Les ions de l'électrolyte se déplacent pour maintenir l'équilibre des charges, permettant à la réaction de se poursuivre.
La différence de potentiel électrique ou tension entre l'anode et la cathode est ce qui pousse les électrons à travers le circuit externe. Pour une pile alcaline simple, ce potentiel est d'environ 1,5 volts. L'histoire de la batterie moderne remonte à Alessandro Volta, qui, en 1800, a inventé la pile voltaïque, le premier dispositif produisant un courant électrique continu. Ces piles initiales étaient composées de disques de zinc et de cuivre empilés, séparés par du carton imbibé d'eau salée. Depuis lors, la technologie des batteries a énormément progressé. Les batteries au plomb acide, inventées en 1859 par Gaston Planté, ont rendu possible les automobiles et les alimentations sans interruption. Les batteries lithium-ion, développées dans les années 1970 et commercialisées dans les années 1990, ont révolutionné l'électronique portable et les véhicules électriques grâce à leur haute densité énergétique, ce qui signifie qu'elles peuvent stocker une grande quantité d'énergie dans un espace réduit et avec un poids minime. Ces batteries au lithium sont celles qui alimentent presque tous nos téléphones portables, tablettes et ordinateurs portables. Elles reposent sur la capacité des ions lithium à s'insérer et à se désinsérer dans les structures cristallines des matériaux d'électrode, un processus connu sous le nom d'intercalation, ce qui permet à la batterie d'être rechargeable. La science des batteries reste un domaine de recherche dynamique, cherchant des matériaux plus sûrs, plus efficaces et plus durables pour le stockage de l'énergie dans un monde de plus en plus électrifié. Enfin, en 10e position, le simple post-it, cette petite feuille adhésive qui a révolutionné la façon dont nous organisons nos idées et nos rappels. Son secret n'est pas une colle super puissante, mais une très particulière, un adhésif repositionnable à faible adhérence. Cette découverte fut le résultat de ce qu'on appelle la sérendipité ou une trouvaille heureuse, une combinaison d'un échec de projet et d'une observation astucieuse. L'histoire du post-it commence en 1968, lorsque Spencer Silver, un scientifique de la société 3M, tentait de développer un adhésif extrêmement fort pour l'industrie aérospatiale. Cependant, ce qu'il obtint fut tout le contraire, un adhésif en acrylate qui était suffisamment collant pour adhérer aux surfaces, mais qui pouvait être décollé facilement sans laisser de résidus et qui de plus pouvait être recollé. Silver présenta sa découverte en interne, mais pendant des années, personne chez 3M ne lui trouva d'application pratique. On l'appelait l'adhésif qui ne colle pas bien. Ce ne fut qu'en 1974, 6 ans plus tard, que son collègue Art Fry, frustré par les marque-pages de son hymne qui tombaient constamment, se rappela l'invention de Silver. Fry réalisa que ce dont il avait besoin n'était pas un adhésif fort, mais un qui permettrait de décoller et de recoller les feuilles sans endommager les pages et sans qu'elles ne tombent. Ainsi est née l'idée des notes autocollantes. Le secret scientifique derrière cet adhésif unique réside dans sa composition. Il est formé de millions de microsphères de colle. Au lieu d'une couche uniforme d'adhésif qui offrirait une grande surface de contact et donc une grande force d'adhésion, la colle du post-it est constituée de ces petites sphères. Chaque microsphère est collante, mais comme la surface de contact totale avec le papier est limitée en raison de la forme sphérique des particules, la force d'adhésion globale est relativement faible. Cela permet à la note d'adhérer avec suffisamment de force pour rester en place, mais avec la faiblesse nécessaire pour pouvoir être décollée et repositionnée encore et encore sans déchirer le papier ni laisser de résidus collants. Ce type d'adhésion est basé sur les forces de Van der Waals, les mêmes interactions faibles qui permettent le glissement du graphite, mais ici appliquées d'une manière différente. Ce sont des forces intermoléculaires qui se manifestent entre les microsphères et la surface à laquelle elles adhèrent. L'innovation n'a pas été d'inventer une nouvelle colle, mais de trouver une application ingénieuse pour un adhésif aux propriétés inhabituelles, initialement considéré comme un échec. Le post-it a été lancé sur le marché en 1980 et depuis lors, il est devenu un outil omniprésent dans les bureaux, les écoles et les foyers du monde entier, démontrant comment une compréhension approfondie de la science des matériaux peut transformer une apparente erreur en un succès mondial. Ces 10 exemples ne sont qu'un minuscule aperçu de l'incroyable science qui se cache dans les objets les plus quotidiens. De la façon dont votre téléphone portable se charge, à la façon dont votre cafetière vous prépare une tasse chaude, le monde qui nous entoure regorge de phénomènes scientifiques fascinants attendant d'être explorés. La science n'est pas quelque chose qui se produit uniquement dans des laboratoires lointains ou dans des livres compliqués. Elle est ici, entre vos mains, chez vous, dans chaque interaction que vous avez avec le monde matériel. Chaque objet, aussi insignifiant qu'il puisse paraître, est un témoignage des lois fondamentales de la physique, de la chimie ou de la biologie. Alors, la prochaine fois que vous utiliserez l'un de ces objets, ou tout autre, prenez un moment pour apprécier la sophistication scientifique qui se cache derrière son apparente simplicité.
Peut-être vous rendrez-vous compte que le monde est plein de merveilles que nous avons simplement tenues pour acquises. Et si cette aventure à travers la science cachée dans le quotidien a éveillé votre curiosité, nous avons beaucoup plus à découvrir ensemble. Si vous avez apprécié ce voyage à travers l'univers fascinant de la science qui nous entoure, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Explorando, de laisser un j'aime sur cette vidéo pour nous aider à créer du contenu incroyable, de la partager avec vos amis afin qu'ils découvrent également ces secrets, et de nous laisser un commentaire en nous disant quelles données vous ont semblé les plus surprenantes ou quel autre objet vous aimeriez que nous explorions à l'avenir. Votre soutien nous pousse à continuer de révéler les mystères du monde pour tous les explorateurs.